pense que dans ces rapports entre l'écrit et l'oralité, il y a plusieurs formes. La première, effectivement, qu'on peut suivre dans cette magnifique fable du masque et du miroir de Borges, c'est le passage d'un monde entièrement d'oralité à un monde dans lequel l'écrit apparaît et du coup qui permet un rapport avec les discours qui est complètement différent, puisqu'un discours écrit peut être retrouvé, manipulé, déplacé, servir de preuve, servir de document administratif ou judiciaire. Et donc, du coup, l'entrée des sociétés en écriture, quelle que soit cette écriture, évidemment l'écriture alphabétique est peut-être la plus puissante pour ses usages multiples, mais dès la Mésopotamie ou dès l'Égypte, des écritures qui ne sont pas alphabétiques ont rempli ces rôles, c'est-à-dire établir des listes, dresser des inventaires, fixer les lois. On a là une transformation très profonde des relations des individus les uns avec les autres, des modes d'exercice du pouvoir et, on peut le dire aussi, de l'activité tant économique qu'esthétique. Donc il y a là un premier élément qui est de comprendre comment à différents moments, avec différentes techniques d'écriture, l'écrit s'est non pas substitué, mais c'est inscrit dans des cultures qui auparavant étaient entièrement des cultures de l'oralité. Il y a un autre aspect, nous sommes sur une scène de théâtre, n'y a-t-il pas un lieu plus oral qu'une scène de théâtre? C'est le fait que l'écrit connaît comme forme de publication, pas seulement celle que nous avons tendance à imaginer, le livre qui est destiné à être lu, mais l'écrit peut être aussi transmis, publié, acquérir une force particulière grâce aux voix. Les voix de ceux qui lisent à haute voix, pour ceux qui ne savent pas lire, ou simplement parce que lire ensemble est un plaisir partagé. Les voix des acteurs qui finalement donnent à entendre un texte qui a été écrit pour cette fin. Molière, très fréquemment, rappelait que la fin du théâtre, c'est la voix des acteurs et l'action telle qu'elle se déroule sur la scène. Ou bien dans le cas du sermon. Le sermon est une performance d'oralité et aussi de geste, avec l'appui sur les images qui sont dans l'église ou des images qui ont été peintes spécifiquement pour accompagner le sermon. Donc on a oublié, lorsqu'on a porté l'attention sur cette entrée dans l'écrit des sociétés depuis l'époque médiévale et encore plus l'âge moderne en Europe, qu'il y avait cette force intacte, cette puissance de l'oralité. Et pour lier cette réflexion avec ce que disait Sandra, c'est dans l'espace qu'elle a décrit entre un passé qui a été mais qui n'est plus et un discours au présent que se situe la compétition entre différentes formes de représentation de ce passé. Il y a la représentation par les historiens, travail sur des documents, construction des archives, techniques d'interprétation, critères de preuve, construction d'une argumentation, mais il y a aussi la littérature, et particulièrement la littérature dramatique. Si on pense à l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, l'histoire qu'ont entendue, perçue, appropriée les Anglais des XVIe et XVIIe siècles, elle n'est pas l'histoire des historiens du temps, elle n'est pas l'histoire des chroniqueurs, elle est l'histoire des pièces de théâtre. Elle est l'histoire des 10 pièces shakespeariennes qui décrivent l'histoire d'Angleterre depuis le roi Jean jusqu'à Henri VIII, en passant par les plus fameuses, Richard II, Richard III, etc. Si on pense à l'Espagne du siècle d'or, l'histoire qui est la plus puissante, c'est pas non plus l'histoire des chroniqueurs ou des historiens qui s'adressent à un public savant, érudit, lettré, c'est l'histoire des comédias. C'est l'histoire qui met en scène, et très souvent pour des faits qui sont très proches dans leur date du moment de l'écriture et de la représentation de la pièce, cette histoire qui a une force, une dynamique extrême et qui peut construire dans la mentalité, dans l'horizon d'attente des spectateurs, une relation au passé qui est vigoureuse, qui est puissante, qui est active. Et sans doute au XIXe et XXe siècle, le théâtre a perdu quelque peu cette force de représentation du passé, mais le roman historique, à son tour, l'a acquis. Et je crois qu'il y a là exactement le défi dont parlait Sandra. D'un côté, pour les historiens,
défendre l'idée qu'ils établissent un savoir sur le passé qui, parce qu'il est contrôlé et qu'il suppose des opérations techniques spécifiques, est un savoir plus adéquat, plus authentique, plus vrai, mais en même temps reconnaître qu'il y a une puissance, une énergie dans les représentations littéraires du passé qui est sans doute la raison de la force de ces représentations dans les perceptions, les souvenirs, la mémoire, les expériences des spectateurs et des lecteurs. Et je crois que rien n'illustre mieux cette tension que notre présence aujourd'hui ici sur cette scène. Nous écrivons de l'histoire, mais aujourd'hui nous sommes occupant un espace, un lieu qui normalement n'est pas le nôtre.